Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h à savoir de Télé Nantes avec Denis Vanier. Bonjour Denis. Bonjour Jean. Alors avec vous cette semaine, on va parler de cannabis, d'intestin. Alors les deux sujets ne sont pas forcément liés, on le verra. on parlera également des parcs zoologiques qui font avancer la recherche avec votre invité. Mais on commence avec les pesticides. Avec une confirmation, c'est pas du tout bon pour la santé les pesticides. Essayez pas d'en boire. La preuve, Greenpeace a publié récemment, le mois dernier, une étude qui compile plus de 160 études scientifiques sur le sujet, sur les conséquences pour l'homme de l'utilisation des pesticides. Les résultats, personne n'échappe aux pesticides, qu'on habite en ville ou à la campagne. En gros, ils sont partout, dans l'air, sur nos aliments. Parmi ces études, il en manque une qui est beaucoup plus récente, qui a été publiée, pour tout vous dire, cette semaine, par des chercheurs de l'INSERM et de l'université du CHU de Rennes, et qui concerne le développement intellectuel des enfants, des jeunes enfants de 6 ans. 287 enfants ont été étudiés, pris dans le cadre de cette étude par les chercheurs. Résultat, une corrélation exacte entre le développement intellectuel et la présence dans les urines de pyrétrinoïdes. C'est un insecticide couramment utilisé en agriculture, mais aussi par les particuliers, pour détruire les mauvaises herbes, par exemple, dans les jardins. Et vous le disiez il y a quelques secondes, on est à l'abri nulle part, les pesticides sont partout, et notamment dans les avions, en ce qui concerne les vols internationaux. Absolument, et l'Agence européenne de sécurité aérienne vient de commander une étude scientifique sur la qualité de l'air dans les aéronefs, dans les avions, parce que, notamment, on pulvérise des insecticides. Alors, si vous avez pris des longs courriers, on voit parfois les hôtesses de l'air passer avec des bombes, des sprays qui baladent comme ça dans tout l'avion. En fait, ce n'est pas du désodorisant. Ce n'est pas du désodorisant, d'autant plus que c'est en début de voyage, donc on peut s'imaginer que ça sent encore à peu près bon. C'est de l'insecticide, c'est pour éliminer tous les moustiques qui pourraient ramener le chikungunya, la malaria et autres. Et donc, des chercheurs australiens avaient noté qu'une surreprésentation des cas de maladie d'Alzheimer chez les hôtesses de l'air et les stewards en Australie. Et suite à ces études, à ces constats, l'Agence européenne donc, de sécurité aérienne a fini par se dire on va peut-être essayer de faire le ménage dans ces pratiques dans les avions. Et heureusement, des mesures sont prises, puisque ces dernières années, beaucoup de produits ont été interdits, et notamment le Roundup. Ouais, mais malheureusement, il se passe beaucoup de temps entre le moment où on détecte la dangerosité d'un produit et le moment où la législation dit stop, concrètement aux utilisateurs. On va prendre un seul exemple, c'est le Rotenone. Alors c'est un produit qu'on ne connaît pas, mais qu'on trouve dans énormément de produits. Il est utilisé couramment par les agriculteurs, mais aussi par les particuliers dans les jardins, je le disais tout à l'heure. Il est interdit depuis 7 ans par une directive européenne. Elle n'a jamais été inscrite dans la loi française, tout simplement parce qu'évidemment, ça implique un changement radical de comportement. Donc il est encore utilisé en France. Il est encore utilisé en France, absolument. Et à signaler, toujours dans le domaine de la santé, une excellente émission de nos confrères du Labo des Savoirs. Oui, un nouveau numéro consacré de cette émission radio, consacré à ce deuxième cerveau niché dans nos intestins, dans notre ventre. Savez-vous qu'il existe plus de 200 millions de neurones dans nos intestins? C'est l'équivalent d'un cerveau de teckel ou de Yorkshire, vous choisissez, en fonction de votre humeur. Guillaume Mézières et ses collègues ont donc rencontré Michel Neulist et Bernard Lardeux, tous deux chercheurs à l'Institut des maladies de l'appareil digestif. Et donc c'est à réécouter en podcast sur le site de l'asso labodesavoirs.fr. Et on passe à la question de la semaine avec l'Université de Nantes. Je vous propose de l'écouter tout de suite, cette question. Bonjour, je m'appelle Brice et je voulais savoir pourquoi il était si long en France de se décider sur la légalisation du cannabis comparé aux autres pays qui s'y mettent. Et pour la réponse, on écoute un enseignant-chercheur de l'Université de Nantes, un enseignant-chercheur en sciences politiques, Renaud Colson. Merci Brice pour cette excellente question. Il est exact que la France n'est pas vraiment en avance sur le sujet. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que la légalisation soit si répandue. Il n'y a que quelques États qui s'y sont risqués jusqu'à maintenant, l'Uruguay, l'État du Colorado, l'Alaska et l'État de Washington. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est que dans de nombreux pays, notamment en Europe, l'usage et la possession de cannabis sont dépénalisés. C'est notamment le cas en Espagne, en Hollande ou au Portugal. De manière étonnante d'ailleurs, dans ces pays, on consomme moins de hashish et de marijuana qu'en France. Comment dès lors expliquer que l'on continue à pénaliser les usagers en France? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est bien sûr l'absence de volonté politique et l'absence de groupes de pression, l'absence d'organisation d'usagers qui, collectivement, auraient le poids de faire avancer le débat dans la société. La deuxième raison, c'est que la prohibition est ce que l'on appelle en sciences sociales une prophétie autoréalisatrice. Certes, le cannabis est dangereux, mais il est d'autant plus dangereux qu'il est interdit. Cela génère de la violence, du marché noir, des produits frelatés circulent. Or,
Il faut faire la part des choses entre les dangers attachés à la prohibition et ceux attachés aux produits. Généralement, on ne fait pas la distinction et l'on aboutit à cet étrange résultat que plus la prohibition rend le cannabis dangereux, moins on peut concevoir de le légaliser, car cela fait peur. Enfin, un dernier élément à prendre en compte, c'est que la légalisation, elle porterait atteinte aux intérêts d'un certain nombre de groupes sociaux. On peut penser bien sûr aux vendeurs de spiritueux et d'antidépresseurs en tout genre, qui se verraient concurrencés par l'arrivée sur le marché légal d'un bon cannabis récréatif. Ensuite, les entrepreneurs du climat sécuritaire actuel auraient tout à y perdre, puisqu'il est toujours intéressant d'avoir une criminalité organisée autour du trafic de stupéfiants pour justifier une débauche de moyens policiers, judiciaires et pénitentiaires. On peut enfin évoquer tous ceux qui sont persuadés que le meilleur moyen de serrer les rangs dans une société, c'est de créer du consensus autour d'un ennemi imaginaire, qu'il s'agisse du drogué, de son produit ou des dealers. Et pour revoir ce numéro d'une question, un chercheur, rendez-vous sur la Web TV de l'Université de Nantes à l'adresse www.webtv.univ-nantes.fr. Denis, c'est l'heure d'accueillir votre invité. Et notre invité cette semaine, c'est Martin Boy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable scientifique de Planète Sauvage, le parc zoologique de Port-Saint-Père, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nantes. Alors, on sait maintenant que les zoos, d'une manière générale, participent à la conservation des espèces en voie de disparition. Tout à fait. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'ils permettent aussi des avancées scientifiques, et on l'a découvert assez récemment, en fait, pour tout vous dire, dans le cas du parc de Planète Sauvage. On va donner un premier exemple ensemble. Par exemple, à Port-Saint-Père, vous avez découvert que les dauphins étaient capables de percevoir le magnétisme. Oui, ils étaient sensibles au champ magnétique, c'est-à-dire qu'on leur a simplement présenté un protocole tout bête, des bidons contenant une pièce en fer non magnétique et un aimant assez puissant. Et on s'est rendu compte qu'ils ne mettaient pas le même temps ou la même façon de traiter les deux objets. Et ça, on ne l'avait jamais découvert avant dans le cadre d'expérience. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient, il y avait des expériences qui avaient été tentées, mais sur des champs magnétiques beaucoup plus faibles et qui n'avaient rien montré, et notamment sur toute la problématique des échouages. Il y a des indices en mer qui peuvent être utilisés par les animaux au niveau du champ magnétique terrestre, et quand il y a une perturbation de ces champs magnétiques, il y avait des échouages. Donc, il y avait quelque chose. Donc, s'ils sont sensibles au magnétisme, ils savent trouver le nord, quoi, en gros. C'est ça l'idée, mais notre résultat est très préliminaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment montré qu'ils étaient capables de le détecter. Maintenant, ça ouvre à aller plus loin, quoi. Donc, comme les oiseaux, en gros, comme les chauves-souris, vous avez fait cette découverte parce que vous êtes un parc zoologique, les dauphins sont captifs. C'est des chercheurs qui ont fait cette découverte ? On travaille dans le cadre d'une collaboration. On travaille avec l'Université de Rennes, le département d'éthologie, c'est Ethos. Et donc l'équipe là-bas et nous-mêmes, on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'eux vont avoir des idées, des questions, et on va nous permettre à ces chercheurs de poser la question aux animaux, tout simplement. On rend ça possible. Pourquoi ne pas le faire directement en mer ? C'est pas possible ? C'est typiquement cette étude-là quelque chose qui est impossible à faire en mer. C'est comme le sonar. Les dauphins ont un sonar. Dans les années 40, tout le monde se posait la question. Et il a fallu avoir la possibilité d'avoir des animaux au quotidien pour pouvoir les tester, tout simplement. Alors qu'en mer, vous ne pouvez pas les tester, à moins de les capturer temporairement. Et là, ça pose d'autres problèmes. Et concernant le magnétisme des objets que peuvent percevoir les dauphins, ça, c'était une première mondiale, cette découverte ? Oui. Alors, on est très fiers d'avoir trouvé ça. Et c'est vraiment... ça fait partie de ces résultats très préliminaires qui, du coup, secouent un peu la communauté scientifique. Et derrière, il y a des gens qui vont chercher, quoi. Et c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit, notamment dans le monde anglo-saxon, dans les médias, notamment aux États-Unis. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit en France. Vous comprenez ça ? Non, pas trop, mais en même temps, peut-être qu'on n'en parle pas assez. On est un peu entre nous en recherche, donc on publie tous les résultats qui sont valables, sont évalués par d'autres scientifiques. C'est le processus de publication, mais c'est publié dans des revues à comité de lecture, et c'est souvent des revues anglo-saxonnes. Et donc, elles sont plus d'écho là-bas qu'en France. Alors, il y a eu une autre découverte en 2014 chez vous. Ça concerne le comportement des dauphins avant leur sommeil, et notamment sur le chant, c'est ça ? Oui, les dauphins communiquent entre eux par sifflement. Et c'est des sifflements très caractéristiques, connus depuis très très longtemps, enregistrés dans le monde entier. Et chez nous, on s'est rendu compte, en enregistrant les dauphins la nuit, qu'ils produisaient des sons qui n'étaient pas du tout de l'ordre de leur répertoire habituel. Ouais. Et quand on l'a fait écouter à des gens un petit peu naïfs, qui ne connaissent pas, on dit « Ah, ça ressemble à des chants de baleines. Ouais. » Et ce sont tous des dauphins qui sont nés dans des delphinariums comme le nôtre, donc qui n'ont jamais été en contact avec les baleines, sauf au début de nos présentations aux visiteurs, on diffuse une bande-son marine, et il y a des sons de baleines. Et ils se sont en fait amusés à copier ça, mais la nuit. Et ça, c'est une très très rare, et c'est une des premières mises en évidence d'une imitation aussi décalée dans le temps.
Comment on explique cette imitation a posteriori On sait que les dauphins sont capables d'imiter non seulement les sons, mais aussi les gestes. Ça, c'est une combinaison qui existe que chez eux et chez nous, les hommes. Les primates peuvent imiter les gestes, d'autres animaux, les oiseaux, imiter les sons. Eux, ils combinent les deux. Donc on savait qu'ils imitaient. Par contre, là, on est tombé vraiment par hasard. Hein. C'est aussi le coup de bol du chercheur qui cherche un peu plein de choses et qui tombe là-dessus. Ils sont capables d'imiter des choses, des sons. Et là, vraiment, la particularité de cette étude, c'était de montrer que ça se passait dans les périodes de repos. Donc, c'est peut-être aussi les événements marquants de la journée, comme les présentations au public, qui sont pendant le sommeil retravaillés et ils les revivent. Et donc, ils revivent les événements marquants vocaux. C'est comme quelqu'un qui parlerait en dormant, en fait. Ça peut être un peu ça. Après, il faut aller beaucoup plus loin, encore une fois. Hein. Mais ce sont des animaux qui sont très vocaux, qui vivent dans un monde sonore plus que visuel. Donc, ça fait sens chez eux. Vous lisiez, vous collaborez avec des chercheurs de l'université de Rennes, des éthologues. Hein. L'éthologie, c'est l'étude des comportements, enfin animaux et humains, hein, pourquoi pas. Bien sûr. Ces éthologues, ils viennent vers vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes les seuls à avoir ce type d'animaux captifs ou parce que vous avez un programme Il y a 3 delphinariums en France, donc ça fait peu de possibilités pour étudier ces animaux-là. Aucune structure comme une université ne pourrait être capable de les avoir sur place, parce que il faut des compétences énormes et puis des moyens énormes. Et du coup, c'est une belle opportunité pour eux de pouvoir accéder facilement à ces animaux et surtout sur le long terme. Et ils peuvent proposer des tests et répéter les mesures, ce qui en science est indispensable. Donc c'est très intéressant. Ensuite, c'est valable pas seulement pour les dauphins, mais c'est valable pour tous les animaux. Et de plus en plus, les scientifiques viennent nous voir pour nous poser des questions. Excusez-moi, mais un zoo, enfin, moi, dans mon esprit, c'est une entreprise de spectacle, avant tout. Comment on arrive à faire parler ensemble des gens qui font du spectacle et des gens qui font de la recherche scientifique? Alors, je sais que c'est pas votre profil. Non, puis c'est un peu caricatural, bien sûr. C'est-à-dire qu'avant tout, un parc zoologique, et depuis l'origine des parcs zoologiques, c'est pour ouvrir une fenêtre sur le monde animal. C'est-à-dire que les gens viennent voir. Alors, c'était les ménageries d'antan, où on venait voir des animaux exotiques. Maintenant, les gens ont les documentaires, tout ça. Donc, on présente beaucoup plus les animaux dans un milieu reconstitué. Et on parle de ces animaux à nos visiteurs. On leur donne beaucoup d'informations. Et ces informations, on va aussi les chercher chez nous. On observe des choses. Et je pense qu'historiquement, ça s'est fait comme ça. Maintenant, on s'est regroupés en associations pour travailler tous ensemble. Et dans les associations, on a clairement mis un cahier des charges. C'est éducation, conservation et recherche. On voit d'ailleurs à l'image les animaux que vous accueillez à Plaine Sauvage. C'est la particularité, on va le rappeler simplement, c'est que les animaux sont en liberté. On se promène en voiture au milieu des animaux. C'est ça, c'est des grandes plaines avec des mélanges d'espèces en plus qui permettent aux scientifiques d'étudier des choses qu'on peut étudier rarement ailleurs, les dynamiques justement de cohabitation entre espèces et l'utilisation de l'espace. Donc je disais, il y a des exigences particulières pour la recherche scientifique. Comment vous adaptez à ces exigences? Un scientifique, il veut un protocole avec des paramètres qu'il maîtrise du début à la fin? Exactement. Et c'est exactement mon boulot en fait à Planète Sauvage, c'est faire le lien entre les animaliers, le parc, et les scientifiques qui vont avoir des questions très précises et parfois il faut y répondre avec des protocoles qui peuvent être très lourds et qui ne s'adaptent pas au parc. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les animaux. Et donc mon boulot, ça va être de redessiner le protocole, l'adapter, de faire parler ces deux mondes, et puis qu'on arrive justement à pouvoir répondre aux questions des scientifiques tout en respectant notre façon de travailler. Est-ce que tous ces animaux qu'on a vus à l'image il y a quelques instants, est-ce que tous ces animaux font partie de la recherche scientifique, de votre recherche? C'est au fur et à mesure des questions qui se posent. On va avoir des publications sur les loutres, par exemple. On a étudié des choses très intéressantes sur les vocalisations des loutres, sur les primates aussi, sur les liens sociaux entre les primates. Et puis, par coup de bol un petit peu, ma spécialité, c'est les mammifères marins. Et donc forcément, pour ceux qui s'intéressent aux mammifères marins, il y a un interlocuteur sur place qui facilite grandement les choses. Est-ce que vous avez commencé par faire de la recherche, un petit peu de recherche en éthologie? Oui. J'ai fait des sciences cognitives et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu des parcs, en me posant certaines questions auxquelles on ne pouvait pas répondre en milieu naturel. Et je suis allé chercher les réponses dans un parc et depuis, j'y suis resté. C'est nouveau, ça a des profils scientifiques dans les parcs. Est-ce que, par exemple, dans la région, là, on a ce même profil que le vôtre dans d'autres parcs? On a, oui, suivant les orientations des parcs, on ne fait pas tous de la recherche ou tous de la conservation, mais tous ensemble, au niveau français et européen, on fait ce travail-là. Donc, de plus en plus, vous avez des biologistes, mais il y a aussi des relais et des discussions avec les vétérinaires. Ouais. Et ce qui est très important, il faut le souligner, c'est le travail exceptionnel des animaliers. C'est-à-dire que les animaliers voient les animaux au quotidien et vont nous donner quelques petites anecdotes qui vont mettre la puce à l'oreille aux scientifiques aussi. Il n'est pas souvent valorisé d'ailleurs ce travail des animaliers qui sont en contact direct avec les animaux et qui les connaissent peut-être mieux que les scientifiques finalement. Ils les connaissent au quotidien, donc ils voient des choses que les scientifiques ne voient pas parce qu'ils passent. Par contre, les scientifiques sont capables de vérifier si l'hypothèse de l'animalier tient la route ou pas. Donc c'est un travail main dans la main.
Les animaliers, et vous aussi en tant que chercheur, enfin si vous faites ce métier, c'est aussi parce que vous aimez les animaux. Vous savez qu'il y a un mouvement, notamment de la part d'ONG, qui milite pour la libération de tous ces animaux, hein, parce que mine de rien, ces animaux sont captifs. Est-ce que vous vous dites pas à certains moments, effectivement, ce dauphin, il sera peut-être mieux dans son milieu naturel? La question pour les animaux de zoo se pose quasiment plus, puisque on reproduit les animaux dans le cadre d'échanges scientifiques entre parcs et qui sont gérés par des généticiens. Donc c'est très très sérieux. Et donc ce sont tous les dauphins qui sont chez nous sont nés dans des delphinariums. Donc il n'y aurait pas d'intérêt à les remettre en mer et d'une, parce que ce serait plutôt un traumatisme pour eux. Maintenant, notre rôle et notre devoir, c'est de s'occuper d'eux vraiment de façon optimale. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Il faudrait beaucoup de moyens. Il faudrait beaucoup de moyens aussi pour peut-être agrandir les bassins, peut-être leur donner des conditions. Et ce qui va vraiment compter, c'est qu'est-ce qui leur arrive dans la journée. C'est-à-dire, en milieu naturel, ils relèvent des tas de défis qui sont agréables ou désagréables. Les prédateurs, trouver la nourriture, vivre en groupe. Nous, on va avoir par définition pas de tempête, pas de prédateurs, mais par contre, au quotidien, on va leur fournir des choses à faire physiquement, mais aussi réfléchir. On les fait réfléchir. Et le programme scientifique rentre là-dedans. Et c'est peut-être compliqué aussi pour les chercheurs d'avoir ce. Alors, c'est un cadre, ils maîtrisent tout, ils savent quels sont les paramètres de vie des dauphins, donc mais c'est compliqué de généraliser aussi, de dire les dauphins dans leur milieu naturel se comporteront aussi comme ça. Par exemple, le fait que les dauphins chantent, c'est peut-être compliqué d'imaginer que ça se passe aussi dans la nature. Bien sûr. Après, c'est une ouverture. On connaît malheureusement pas assez de choses sur la communication naturelle de ces animaux-là. Et les premières théories, elles viennent de delphinarium. Et ensuite, on va en milieu naturel et on voit si ça fit avec la théorie. Mais le milieu naturel, c'est vraiment un mouvement d'aller-retour entre les deux milieux. Eh bien, merci beaucoup, Martin Baille. On suivra de très près toutes les recherches qui sont menées à Planète Sauvage. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne soirée.